Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Christian Noumi. Je suis associé recherche et développement au CCF et je vous accueille aujourd'hui à ce webinaire avec plaisir. Donc, sur la voie de la carboneutralité, leçon mondiale tirée du développement des compétences axées sur le lieu. Ça fait partie d'un effort continu pour explorer comment les stratégies axées sur les lieux, donc en matière de développement des compétences et communautaires, peuvent permettre aux régions de mieux s'adapter, donc à la transition vers la carboneutralité. Donc, cette conférence est offerte par le Centre des compétences futures et l'Institut de recherche en politique publique. Je vais donc passer à la reconnaissance des terres, puis je dirai quelques mots sur la conférence à venir et pour euh, à titre donc d'intendance. Le Centre des compétences futures reconnaît que Toronto est situé sur des territoires autochtones traditionnels. C'est là où nous nous situons, mais je vous invite chacun et chacune à réfléchir à l'endroit d'où vous vous joignez à nous. Donc, nous sommes situés ici sur des territoires autochtones traditionnels et actuels qui comprennent les Huron-Wendat, les Anishinaabe, les Haudenosaunee, les Mississaugas de New Credit. Les traités qui concernent ces territoires comprennent le pacte de la ceinture Wampun faisant référence au bol à une seule cuillère, une entente entre la Confédération iroquoise, les Ojibwe et les nations alliées visant à partager pacifiquement et à protéger les ressources autour des Grands Lacs, ainsi que les traités du Haut-Canada. Alors, cette séance visera donc en fait, sera constitué d'une courte présentation suivie d'une table ronde de panel. Donc, cette session donc, sera enregistrée. Une copie d'enregistrement sera mise à votre disposition dans les jours à venir. Donc, nous vous encourageons à interagir avec la case questions-réponses, donc, pour poser vos questions. Et comme toujours, nous souhaitons une bienvenue particulière à nos participants francophones. Et vous pouvez certainement utiliser l'interprétation au bas de l'écran. Par défaut, c'est en anglais, mais avec le globe terrestre au bas de l'écran, vous pouvez choisir votre langue. Alors, vous pouvez nous joindre également, donc, euh, lors des groupes d'apprentissage par les pairs sur la voie de la carboneutralité. Ce serait le 19 septembre. Et l'objectif étant de faciliter donc une discussion ouverte et partagée. Laissez-moi vous présenter nos présentatrices. Shaima Yassine, directrice principale de recherche à l'Institut de recherche en politique publique, et Abigail Jackson, associée de recherche du même institut. Nous parlerons du projet. Shaima et Abigail, donc, feront la présentation. Puis, notre directeur des programmes, la programmation, Alex Stevens, animera la table ronde. Jim Stanford se joindra à Shaima ainsi que Jennifer Robson. Jim est économiste et directeur du Center for Future Work et Jennifer est professeure agrégée gestion politique, Université Carleton. Maintenant, je cède la parole euh, à Shaima et Abigail. Merci, Christian. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là à ce webinaire. J'aimerais parler un tout petit peu de l'Institut des recherches en politique publique du RPP. Si vous ne connaissez pas cet institut, nous sommes un institut de remue-ménage basé à Montréal visant la recherche en politique publique. On est une organisation bilingue, donc du coup, vous pouvez accéder à toutes nos recherches dans les deux langues officielles.
Personally, Et donc, il s'agit d'un projet que nous avons mené en décembre 2025 et nous sommes ravis, moi et ma collègue Abigail, de pouvoir vous présenter les résultats en collaboration avec le Centre des compétences futures. Et j'aimerais remercier Alex particulièrement du CCF et de tout, en fait, le personnel du CCF et de l'IRPP qui ont travaillé avec nous pour faire de ce projet une réalité. J'aimerais aussi remercier particulièrement nos contributeurs dans nos études de cas, particulièrement à l'IRPP. Jim Stanford, Jennifer Robson nous ont beaucoup aidés donc à étudier ces cas que nous allons vous présenter. J'aimerais vous faire part au début de la présentation. Ce que j'ai trouvé de très intéressant de ce projet, c'est que ça a mené à l'étude des expériences internationales quant aux approches axées sur le lieu. Et c'est donc sur la voie de la carboneutralité. Et dans ce cadre, ça nous a permis d'apprendre de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas dans ces modèles, de façon à ce que le Canada puisse adapter et apprendre de ces expériences afin éviter de réinventer la roue pour effectuer des changements de politique publique. Il est bon de noter que euh, le cadre était axé sur la carboneutralité, mais c'est aussi applicable à toutes sortes d'autres transformations sociales. Par exemple, dans notre travail avec le RPP, nous étudions les changements de politique publique, par exemple, les changements aux États-Unis, et nous utilisons cette méthodologie dans plusieurs contextes. Donc, et ces travaux qui sont applicables à plusieurs contextes. Mais là-dessus, je cède la parole à ma collègue Abigail Jackson, que je remercie d'avoir été co-directrice de ce projet avec moi. Et je sais que nous avons dû respecter des échéances fort serrées, donc Abigail doit être également ravie de pouvoir vous présenter le résultat aujourd'hui. Et donc, Abigail va prendre la parole. Merci. Merci, Simon. Oui, c'est formidable d'être ici aujourd'hui. Et pour situer notre présentation dans la discussion d'aujourd'hui, laissez-moi d'abord définir ce qu'on veut dire par une approche axée sur le lieu. Alors, il s'agit de politiques qui ciblent explicitement des besoins et des occasions de villes, de régions, de localités spéciales. Ces politiques axées sur le lieu sont donc vraiment euh, donc euh, liées aux défis et aux possibilités de chaque lieu. Là-dessus, nous avons étudié ces cas que vous voyez à l'écran. Chaque initiative avait des objectifs, des géographies, des besoins spéciaux. Mais collectivement, ces 8 cas offrent des morceaux d'un casse-tête complémentaire qui, lorsqu'ils sont assemblés, offrent un portrait unique sur lequel le Canada peut s'appuyer pour mener sa transition vers la carboneutralité. Nous avons commencé par compiler une liste d'initiatives importantes que nous avons évaluées selon 11 critères pour euh, voir quelle était la portée et l'ampleur, l'envergure, et comment est-ce que ça pouvait être compatible au contexte canadien. Et nos critères incluaient, comme vous le voyez, plusieurs éléments, y compris les liens implicites ou explicites à la transition vers la carboneutralité. Donc, les- que les éléments soient adaptés sur le lieu de manière plus large, c'est-à-dire un secteur général ou une géographie, donc une région, ou que ce soit adapté beaucoup plus précisément, de manière beaucoup plus ciblée sur le lieu ou ce secteur. Et aussi, comment est-ce que ça pouvait s'aligner aux besoins de la main-d'œuvre au Canada et si les résultats pouvaient être vraiment mesurés. Et il fallait aussi que cela réponde aux défis relatifs à la main-d'œuvre qu'on a développé suite à une revue de la littérature disponible. En plus de nos critères, nous avons donc voulu assembler
des cas qui illuminaient certains aspects de la transition ainsi que les défis que vous voyez à l'écran. En sachant que les défis associés à la carboneutralité sont très complexes et peuvent aussi changer d'un endroit à l'autre. Alors, lorsqu'on parle des inadéquations, donc des compétences, ça c'est assez évident, mais les autres obstacles que vous voyez à l'écran sont moins, mais sont tout aussi importants. Alors, nous avons étudié aussi les facteurs contextuels, les moteurs et les catalyseurs communs aux études de cas. Nous avons vu que la présence, par exemple, d'objectifs de décarbonation et de transition des industries, un engagement, était certainement nécessaire à la base. Tandis que dans d'autres cas, les décideurs politiques voulaient plutôt atténuer les répercussions socio-économiques ou réduire la vulnérabilité de certaines régions. Dans plusieurs cas, les interventions ont été facilitées par des stratégies gouvernementales, des lois et des organismes donc spécialisés qui offraient donc un cadre d'ensemble pour les initiatives. Et on a vu dans l'ensemble les décideurs politiques souvent reconnaître que les impacts sont très localisés et demandaient donc l'engagement des localités et aussi d'un grand nombre d'autres parties prenantes permettant de mieux cibler les interventions selon les besoins locaux tout en misant sur les atouts de la région. Il y a aussi des stratégies de politique publique communes. Aux études de cas, nous avons vu souvent des mesures de soutien à l'emploi, de soutien au développement et des compétences et à la mise à niveau de ces compétences pour permettre aux personnes de rester dans leur communauté. Une autre stratégie, c'est la diversification économique des économies locales pour appuyer cette transition. Dans certains cas, il s'agissait d'explorer, d'élargir les industries locales, mais parfois aussi des donc soutiens ciblés donc de manière plus précise. Il y a aussi donc des mesures de soutien à l'emploi, par exemple les banques d'emploi, les programmes de recyclage, etc. Et souvent, on a misé aussi sur des soutiens supplémentaires ciblés pour les groupes vulnérables. Et dans certains cas, il y avait aussi des mesures de protection financière pour les travailleurs touchés par cette transition vers la carboneutralité ou pour compenser donc les pertes. Il y a aussi des variations notables entre les divers modèles de mise en œuvre. Du côté de la prestation, on voit que certaines initiatives sont livrées de manière centralisée, d'autres plus de manière plus régionale, plus locale. Et puis, quant à la mise en œuvre, donc, on voit qu'il s'agit de programmes plus nationaux, plus centralisés. Par exemple, en France, le programme national, donc, de compte, donc, de formation, par exemple, au Royaume-Uni, les gouvernements municipaux, locaux sont vraiment, donc, à la gouverne des projets. En Espagne, à l'encontre. Il y a un système multipartite établi par le ministère national, mais mis en œuvre par la gouvernance locale, par le biais d'accords régionaux. Dans cette recherche, on a donc découvert que les approches axées sur leur lieu sont vraiment euh, très opportunes pour le Canada en raison du fait qu'il y aura des secteurs qui sont donc touchés donc par la transition vers la carboneutralité. Donc, pour avoir une approche unique pour le Canada, nous allons donc voulu compiler ces enseignements, tirer des approches axées sur le lieu. D'abord, la recherche de consensus multipartite peut vraiment mieux permettre des efforts et que la participation des communautés locales est absolument essentielle pour l'adoption et l'engagement communautaire. Et il faut aussi, de manière proactive, créer des industries locales de remplacement viable avant même de passer à la transition et de mettre de l'avant des compétences transférables permettant d'arriver à cette carboneutralité tout en mettant en place des mesures de soutien social
qui peuvent atténuer donc les risques, les pertes pour les travailleurs et les travailleuses. Nous savons aussi que la participation des peuples et des communautés autochtones dans la planification et la mise en œuvre est essentielle dans tout le processus. Il y a aussi le fait que les populations plus rurales ont besoin peut-être davantage d'appui pour stabiliser leur population. Et ça doit être tenu en compte lorsqu'on fait la conception de programmes. Il faut également viser une évaluation, des adaptations constantes pour pouvoir réagir, pour pouvoir donc être plus alerte, plus à l'écoute. Et puis, là, il y a l'harmonisation avec des plans de développement économique qui peuvent rendre les initiatives plus efficaces que si elles étaient menées de manière indépendante en cloison. Et il y a le renforcement des capacités, de la part des gouvernements, souvent nécessaires, particulièrement dans les communautés plus petites et qui ont moins d'atouts. Donc, suite à cette recherche, nous avons catégorisé ces leçons en 4 piliers politiques mutuellement euh, donc euh, euh, renforçables. Le développement de la main-d'œuvre, les politiques industrielles, les mesures de soutien social et le développement économique, porté par la communauté et ça, c'est stratégique. Tout cela ensemble, on voit des étapes concrètes que les décideurs politiques au Canada peuvent prendre pour mettre de l'avant cette transition vers la carboneutralité en agissant rapidement et en pouvant donner des bonnes orientations. Et voici de l'information sur cette recherche et cette étude et d'autres rapports. Et ça vous sera rendu disponible après la présentation. Je cède la parole au panel de discussion. Merci beaucoup, Abigail, de votre travail excellent pour résumer donc de manière succincte ce travail et les études de cas. Nous avons certains des auteurs des études de cas avec nous. Alors, Jennifer Robson, Jim Stanford, Abigail et Shaima également. Abigail sera là en cas de besoin. Et je souhaite revenir sur certains des thèmes pour de ces études de cas. Je dois dire que j'ai lu le document, le rapport, c'est assez approfondi. Il y a des détails sur les divers programmes, sur les répercussions politiques, les cadres de politique nécessaires pour appuyer ces programmes. J'encourage donc tout le monde, l'auditoire, à aller lire ce document. Nous allons commencer par quelques questions qui ont été préparées déjà à l'avance et à partir de là, j'accueillerai les questions posées par l'auditoire. Nous vous encourageons à utiliser le bouton Q&A, questions-réponses au bas de l'écran pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous avez, vous trois, été les principaux chercheurs de ces études de cas. Mais pour commencer avec Jen. Un instant que je vois mes questions. Oui, vous pouvez me la poser. Dans le domaine de la recherche et de l'élaboration des politiques, on entend beaucoup parler du rôle important de la coordination entre les différents acteurs, qu'il s'agisse des communautés, des gouvernements, de l'industrie et des travailleurs ou de tout autre groupe intermédiaire. Dans toutes les discussions qu'on tient de nos jours, lorsqu'on parle de la planification de la main-d'œuvre et du développement des compétences, tout cela, toutes ces parties entrent en jeu et sont nécessaires. Pouvez-vous parler un tout petit peu de cela selon l'exemple que vous avez étudié, le cas du Michigan,
pour mener à bien donc, cette coordination. Oui, pour la conversation d'aujourd'hui, je mettrai l'accent sur l'étude de cas du Michigan et je voudrais remercier aussi ma co-autrice Julia Bruno qui a travaillé avec moi et l'équipe du IRPP également. Bon, l'équipe a étudié un cas au Michigan de transition économique, de transition économique pour les travailleurs. C'est le ministère donc du Travail qui est essentiellement donc donc les personnes qui donc dépendent de l'assurance chômage ou qui sont sous-employées. Alors, cette transition économique a été créée par l'État pour avoir une meilleure coordination au niveau de l'État afin que certains de ces crédits d'impôt de l'ère Biden puissent être utilisés. Il y avait une attente à un moment donné de pouvoir attirer 5,3 milliards de dollars en nouveau financement fédéral, qui était à l'époque la loi sur la réduction de l'inflation. Je pense qu'on sait comment cette chose-là a vu sa fin avec la nouvelle administration, mais il s'agissait de pouvoir pivoter euh, en sachant que les communautés, peut-être même les régions avaient besoin d'aide pour avoir accès à ces programmes. Et on a entendu parler de l'importance donc des capacités, du développement de capacités. Ce qui est intéressant pour nous au Canada, lorsqu'on regarde comment le Michigan fonctionne, donc comment ils font la prestation de leur appui quant à la formation à l'emploi, formation aux entrepreneurs, des systèmes d'incitatifs, etc. Et ils ont une, une évolution très profonde. Ce n'est pas seulement donc au niveau de l'État, mais au niveau décentralisé de chaque communauté que ça fonctionne. Alors, je crois que c'est vraiment un modèle très intéressant. Quand un délaissage en fait de l'autorité ou un transfert de l'autorité profond, et c'est très proactif. Et au Canada, on ne fait que commencer à le faire. Donc, oui, nous avons demandé donc dans le panel de parler de cela. Et je voulais savoir quels éléments peut-être vous voyez qui manquent au Canada. Quels sont les éléments qui sont peut-être supérieurs au Canada, même quant à l'infrastructure? Eh bien, je dirais une direction politique plus stable. Je dirais que c'est certainement un atout canadien par rapport à nos voisins du Sud. Et une chose sur laquelle je voulais parler, c'est le modèle Michigan d'être plus proactif, où ils identifient ces communautés clés en transition. Ils ont dit qu'il y a 50 emplois que l'on prévoit perdre suite à cette transition entre maintenant et 2040. Nous allons être davantage proactifs quant à notre approche à notre intervention. Ils sont aussi plus à l'écoute, plus agiles, en sachant que s'il y a des mises à pied qui vont avoir lieu, ils peuvent davantage mobiliser les différents éléments. Donc, le bureau de l'emploi, les services de recyclage, de mise à niveau, etc. Et au Canada, on ne fait que commencer à coordonner nos efforts de cette façon-là. C'est une très bonne idée, à mon avis. Et cette partie de l'information ne fait pas partie, en fait, de l'information parce que ça fait depuis l'ère Biden, donc qui n'est plus, où les éléments ne sont plus disponibles. Le bureau, donc, de l'État a dû pivoter pour voir ce qui était possible. On a fait des consultations avec les communautés locales. On a mis de l'avant un plan de match de transition pour chaque communauté. Et maintenant, ils ont un financement pour une initiative pilote avec 10 communautés pour voir comment ils pouvaient miser sur les données et aussi
avoir du coaching et des experts conseils permettant aux communautés de développer leur propre plan. Les communautés souvent ont des atouts donc chez elles, des forces, des fournisseurs de services, de formation, etc. Mais souvent ont besoin d'appui externe pour avoir les bonnes données et aussi élaborer un plan. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourra parler plus tard des atouts, des divers atouts qu'on a donc à mettre en jeu et pour répondre à, par exemple, des mises à pied, etc. Nous faisons exactement cette étude au CCF en ce moment. Donc, en parlant du secteur automobile, je vais me tourner vers Jim. Votre étude de cas n'était pas sur l'automobile, mais je sais que vous avez pas mal d'expérience en la matière. Oui, mais j'ai une auto, moi aussi, je sais conduire. Oui. Alors, le propriétaire automobile, Jim Stanford, la question s'adresse à vous. Vous avez travaillé sur l'étude de cas en Australie et en souligné l'importance d'aligner le développement des compétences sur une planification industrielle plus large, axée sur le territoire, donc sur les lieux. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet alignement est si important et peut-être où la situation du Canada se trouve par rapport à celle de l'Australie et peut-être certains d'autres pays que vous avez étudiés. Et aussi la même question que j'ai posée à Jen, comment on peut tirer des enseignements ici au Canada? Eh bien, le Canada et l'Australie sont conçus pour être un exercice de comparaison et de contraste euh, à l'infini, parce que les comparaisons sont évidentes, la géographie, l'histoire coloniale, la dépendance des ressources, etc. Mais le plus on regarde la chose, le plus on voit qu'il y a des différences assez importantes, des nuances à souligner, en plus de similarités. Et cette étude de cas, c'est un nouveau programme mis en œuvre. Maintenant, en Australie, ça commence et c'est un bon exemple des nuances à donc étudier. Il s'agit d'un programme qui s'appelle la Net Zero Economy Authority, qui a été lancé en Australie en 2024 et qui ne fait que débuter vraiment. Il s'agit d'une politique naturellement axée sur les lieux, sur donc pour cette transition. Et cela cible en ce moment des cas où donc une centrale au charbon est mise en service pour donc passer à autre chose. Il s'agit donc de toute la question de la centrale et de toute l'extraction minière du charbon qui est associée à cette centrale. C'est parce que la fermeture de la centrale veut dire la fermeture de la mine également. Donc, il s'agit de dire explicitement qu'il s'agit pour eux d'un test de mettant de l'avant des critères qui pourront s'appliquer par la suite aux autres initiatives de transition. Il s'agit d'une autorité, donc Net Zero Authority, donc qui a l'autorité justement d'agir et de définir une région, bon, pour la fermeture d'une centrale, et de définir une région qui sera touchée. Et l'autorité peut consulter les employeurs, pas seulement les employeurs qui mettent les travailleurs à pied en raison de ces fermetures, mais aussi des employeurs dans la région qui pourraient potentiellement embaucher suite à la transition vers d'autres activités plus durables. Et je crois que c'est une façon fort novatrice de connecter les différents points. On sait que ça va être difficile, mais qu'il y a des positifs en même temps qui va émerger de cette transition. Et je crois en Australie, cette autorité a le pouvoir de faire ces liens. Et une autre nuance qui reflète les différences de l'Australie par rapport au Canada, c'est que le gouvernement fédéral, donc, n'a pas plus d'autorité que c'est le cas au Canada. Ils ont
le pouvoir de dépenser et l'autorité de le faire cependant, ce qui est un peu différent du Canada. Et ils ont un tribunal du travail qui est très actif et très juste là-bas et qui a la possibilité de faire davantage que ce qu'on peut faire au Canada d'un tribunal du travail, de, par exemple, faire des ordonnances pour les milieux de travail, même ceux qui ne sont pas syndiqués ou qui n'ont pas de contrat, pour permettre une transition. Donc, des avis préalables, des embauches préférentielles pour les travailleurs qui ont été mis à pied, donc, et d'autres mesures. Ils ne font pas que de laisser la chose au marché du travail. Ils s'y mettent justement avec cette autorité de planification pour que les choses se passent. Et c'est naturellement axé sur les communautés. Merci, Jim. On va revenir à ces thèmes dans pendant notre période de questions, mais c'est intéressant de voir la différence entre les instances, les pays concernant l'éducation et les initiatives de transition existent quand même et c'est intéressant de voir ce qui se passe en Australie. Je vais passer à Shaima maintenant, ou Abigail si elle est mieux placée. Euh, mais donc, généralement, parmi les 8 cas mondiaux que vous avez été étudiés, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans la manière dont les autres pays gèrent les transitions de la main-d'œuvre? Première question, donc, au premier volet. Un des messages clés du rapport souligne l'importance du soutien social dans les approches locales du développement des compétences. C'est particulièrement important pour les groupes défavorisés. Pouvez-vous nous parler un peu aussi des diverses approches que vous avez étudiées et qui tiennent compte plus particulièrement des contextes, des besoins des groupes enfin, défavorisés, sous-représentés? Parce que nous savons bien sûr que lorsqu'il y a ces transitions importantes, il y a des gagnants et il y a des perdants lors de ces mouvements. Donc, nous apprécions le fait que ça a été souligné dans dans votre rapport. À Shaima. Oui, merci, Alex. Bon, je ne vais pas être, être surprise et, car vous avez déjà partagé avec nous certaines de ces questions, mais je vais partager certaines des surprises que nous avons donc eues lorsqu'on a mené ces études. Plusieurs points qui se dégagent et Abigail a parlé déjà des 10 leçons récapitulant les principales conclusions tirées des études, mais pour souligner quelques-unes, et Jen en a parlé un tout petit peu, je crois que d'abord, c'est la prestation et à quel point la planification proactive et à long terme est importante. Et la deuxième surprise, c'est dans quelle mesure c'était constant de mettre l'accent sur les gens et les lieux. Les gens et les lieux doivent être au cœur de la prise de décision. Et c'est là où les travailleurs ont été perçus comme des membres de diverses familles, de diverses communautés, plutôt que des rouages dans le marché du travail. Et donc, pour vous parler de quelques études, par exemple, Taranaki, en Nouvelle-Zélande, il y a eu donc une décision de donc mettre hors service progressivement les extractions gazières donc outre-mer euh, ou en mer. Et ça, c'était établi en collaboration avec des partenaires locaux non seulement pour traiter des compétences, des emplois, mais aussi donc les éléments culturels et locaux, l'économie locale, euh, où on diversifie. Donc, par exemple, avec l'alimentation, les divers secteurs de possibilités de produits et d'autres. Donc, il s'agit de faire les choses de manière proactive et on ne le voit pas encore de manière systématique au Canada, certainement. Et on a été aussi frappé
du fait que plusieurs de ces initiatives étaient co-gouvernées avec des partenaires locaux. Et je crois que c'est l'essence même de ces initiatives. Il y a eu ce cas d'étude où ils avaient une stratégie de transition juste, utilisant les ressources nationales, mais le véritable travail se faisait par des ententes localement donc négociées, où les syndicats, les employeurs, les municipalités et le fédéral, grâce à un institut de transition juste, se réunissaient pour définir dès le départ ce que ça allait être donc le développement des compétences, remaniement donc la main-d'œuvre, donc soutien ciblé, etc. Une étude de cas très intéressante provenait du Danemark. Ça s'appelle le projet Offshore Academy. Il s'agissait de transitionner les travailleurs de d'extraction pétrolière donc et gazière en mer pour donc mettre de l'avant des éoliennes donc euh, toute une série d'éoliennes également en mer. Donc il s'agissait d'utiliser les compétences développées en mer sur les projets en mer d'extraction gazière et pétrolière et d'adapter cela aux propositions, à cette proposition d'éoliennes, donc en mer également. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, ça pourrait très bien s'appliquer pour permettre donc une diversification dès le départ et en fait une planification dès le départ, une diversification des compétences ciblées pour le travail donc en mer. Et les donc éléments aussi d'équité, de soutien social ont été con, conçus et intégrés dès le départ. Par exemple, au Danemark, on mettait l'accent sur les systèmes de soutien à l'échelle nationale comme à l'échelle municipale, sociale. Par exemple, une couverture donc d'assurance chômage de 2 ans associée à cela, tout en mettant de l'avant une reformation, un recyclage, de développement de nouvelles compétences. Aux États-Unis, l'initiative rurale, donc Work, donc mettait donc l'accent sur la formation, mais aussi l'aide d'ensemble. Par exemple, le transport en commun ou le transport, les systèmes de garderie, les systèmes de recyclage de formation de nouvelles compétences, l'ensemble et donc des sommes d'argent permettant aux travailleurs de donc se recycler en cas de ces bouleversements, de ces perturbations qui ont un impact sur évidemment les travailleurs et les employeurs, mais qui ont des effets dominos dans toutes les communes, dans toute la communauté, les chaînes d'approvisionnement, mais aussi les organismes locaux et l'ensemble de la communauté, certainement. Merci beaucoup, Shaima. Je pense que dans les centaines de projets dans lesquels nous avons investi depuis la création du Centre des compétences futures, nous a montré l'importance de ces appuis d'ensemble vers donc des transitions lors d'initiatives. Et je voudrais savoir très rapidement si je peux vous demander soit à Jennifer ou Abigail comment ces appuis donc existent, s'ils existent dans les autres études de cas et dans quelle mesure c'est important dans les autres instances. Ah, je peux mentionner la situation en Australie où cette autorité fédérale Net Zero coopère avec les agences donc de développement des compétences donc professionnelles, donc des collèges donc professionnels qui travaillent avec cette autorité ou avec les employeurs, les compagnies dans les régions où tout cela se produit pour identifier les euh, donc compétences nécessaires lorsqu'il y a une fermeture, par exemple, de ces centrales au charbon. Donc,
il y a les initiatives donc, politiques donc, qui sont donc en action du côté fédéral comme du côté de l'État, enfin, des provinces, si vous voulez, et de l'ensemble des parties prenantes. Oui, je crois que le Michigan euh, n'a pas ces avancées quant à l'identification des compétences précises. Leur modèle, c'est d'utiliser les programmes de développement de transition de la main-d'œuvre qui existent depuis bien longtemps, qui, et qui sont très familiers, qui pourraient s'appliquer dans le contexte canadien, mais d'avoir une fonction de coordination par ce bureau de transition de la main-d'œuvre afin de mieux diriger, de mieux donc pouvoir utiliser cette main-d'œuvre. Donc, et c'est un écart pour nous que nous n'avons pas ciblé vraiment donc au niveau local. Il y a beaucoup de questions dans le chat, donc je vais passer euh, au, à- au chat, aux questions du chat, qui nous reste environ une vingtaine de minutes pour cette partie de la discussion. Alors, Andrew Lale Gonzalez veut parler des enjeux qui sont urgents, qui doivent être réglés, mais qui mettent en jeu plusieurs parties prenantes. Encore une fois, ce sont des éléments qui nous touchent. Donc, la rapidité des changements et qui nous touche, et que ce soit une question de tarifs en ce moment qui donc affecte les transitions en milieu de travail au Canada. Donc, on est touché par cela. Et ça peut certainement prendre un moment. Donc, pour développer tout cela, il faut donc pouvoir savoir comment on peut donc mieux faire coordonner ces divers acteurs. Eh bien, dans notre recherche plus vaste, l'IAPP a étudié comment on pouvait identifier les susceptibilités et les vulnérabilités de certaines communautés envers ces perturbations. Alors, dans le cadre de la proactivité, il faut identifier à l'avance ces communautés qui sont susceptibles à des perturbations, quelles qu'elles soient, et aussi il y a des politiques qui peuvent être adoptées pour la planification à long terme, par exemple des accords municipaux, par exemple, que j'ai mentionné dans les études de cas du Michigan, mais il pourrait y avoir aussi des politiques qui visent des réponses rapides, donc, et qui sont prépositionnées, donc forfait de mesures prépositionnées et adaptées en cas de perturbation dans des communautés particulières. Et cela veut dire lancer ces discussions, ces accords, ces partenariats entre différentes parties prenantes à l'avance. Donc, ne pas attendre le choc avant d'agir. Oui, l'infrastructure doit être en place pour aller de l'avant. Jennifer, est-ce qu'il y a autre chose sur cette question? Il me semble que ce soit justement lié à cet exemple du Michigan dont vous avez parlé. Oui, alors pour faire un suivi rapide et faire écho à ce que Shima disait, faut pré-identifier quelles seront les communautés qui seront le plus probablement touchées, tout en ayant des services et des programmes qui peuvent être seulement financés et donc tenus à un niveau plus vaste, tout en ayant les outils pour une réponse rapide euh, dans les communautés visées. Mais laissez-moi vous parler de ce qui ne faisait pas partie de l'étude des cas et lorsqu'on a fait le suivi par la suite, plus récemment, ils ont ce plan de match, c'est ce qu'ils appellent. Le plan de match où on met de l'avant les bons outils de données pour voir quels sont les actifs, les atouts des diverses communautés, pour voir comment celles-ci peuvent répondre à des fermetures afin d'être préparées à l'avance et de pouvoir déployer ces mesures. Et ce qui m'a frappé, c'est
la prise de décision quant aux priorités, à quel point c'est mis entre les mains des bureaux locaux de l'emploi du Michigan. Donc, il s'agissait de voir quels étaient les avantages comparatifs. Donc, quant à ces programmes qui ne peuvent peuvent être réalisés qu'à des niveaux moins locaux, mais où on fait confiance aux collectivités pour les mettre en œuvre. Les collectivités ont une vision pour leur avenir, mais doivent avoir de meilleures données, des outils de la coordination pour faire vivre cette vision. Et c'est à peu près ça. Alex, si je peux intervenir, une dimension de tout cela, à la lumière de ce que Jaima disait, c'est qu'il faut être prudent quant à tous ces chocs qui proviennent de l'extérieur et qui sont imprévus. Mais les changements dont on parle n'ont pas nécessairement besoin de répondre à de tels cas et la transition verte, c'est certainement un cas d'exemple. Nous savons qu'il faut aller vers la décarbonation et on, on ne peut simplement dire voici une communauté vulnérable et on va attendre pour agir que les choses se passent. Parce qu'il y a certainement un niveau d'incertitude qui existe déjà. Pour l'investissement, par exemple, avec de nouvelles compétences ou pour déménager dans une autre communauté. Il faut être alerte et agile, mais il faut aussi reconnaître les capacités de planification plutôt que d'être victime de la circonstance. Oui, bien sûr. Et cela veut dire pas mal de travail dès maintenant. Bon, les capacités, par exemple, de développement du marché, d'information sur le marché du travail que nous menons au CCF et voir aussi quelles sont les forces et les faiblesses dans les collèges et universités, donc capacités de réserve justement pour agir. Merci de ce point, Jim. Voyons s'il y a des questions. Let me see if we've got any questions here. I got one. There is one question I do want to get to make sure we have enough time for. We've got about 10 or 12 minutes left. And I was going to ask several questions coming up here. Yeah, let me just see here. I had one here. It's disappeared. Some of these questions are appearing and disappearing. Okay, I've got I've got one here that's good. Someone is asking whether through your research, how did you see employer demand forecasts being generated and validated at the local level? Are they tied to firm commitments like MOUs and hiring targets? I think sense is having delved into these case studies that it really does vary from one to the other. But I think that's a good question. Is always a good question here when we're dealing with workforce skills development. What's the employer's role? How involved are they? How invested are they? And that kind of thing. We could go on for hours about it, but maybe I can ask some of you to go on for a couple of minutes about it at least. Well, maybe I'll talk about this more in the sense of like that just was not it seemed necessarily part of what was happening yet in Michigan, right? But look, just in the Canadian context, I will say this as a regular user of StatCan data, that we have a real challenge in terms of getting accurate small area information, right? That in terms of our labor market, like even just tracking what's going on employment or unemployment, but also doing those labor force projections, it's really hard to do at a local level unless you're talking about, for example, the Metro Toronto region. And there's an awful lot of people who live outside of it, believe it or not. So it's a real challenge. I do worry that we are sometimes stuck in the cycle here in Canada of essentially relying on, when it comes to projected demand, relying on individual employer projections. And I get it, like you got to do something, but those are not necessarily always developed with the same methodology. And when it's often being sort of put in the storefront window as a condition to attract public funding, you sometimes have to worry about incentives involved there. So all of this to say, I think it's a real important challenge that I hope we get better at.
Shaima, est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Jennifer. Une des études de cas intéressantes, c'était au Danemark, où les employeurs participaient vivement avec les institutions locales et les autres partenaires de la région pour prévoir leurs besoins. Même, je crois que dans une des études, lorsqu'on menait nos travaux, ils ont été même atteint le point où ils travaillaient, par exemple, avec les travailleurs d'extraction minière en mer, mais aussi travaillaient avec d'autres travailleurs d'ailleurs et donc travaillaient sur leur politique en immigration pour voir comment on pouvait attirer des talents d'ailleurs pour donc étendre, pour élargir les possibilités de ces éoliennes en mer. Mais pour revenir au point de Jennifer sur les données, c'est ce que nous avons noté également dans nos projets de recherche en général provenant de l'IRPP, c'est que les données locales granulaires utilisables, qu'il s'agisse pour les communautés locales, les municipalités, les employeurs, ces données ne sont pas utiles, ne sont pas accessibles. Donc, donc données plus granulaires et il faut vraiment s'améliorer là-dessus. Étant donné le rythme du changement qui semble s'accélérer, il faut avoir davantage de données non seulement plus granulaires, mais davantage de données actuelles, en effet. Maintenant, je vais passer peut-être à la dernière question. Pouvez-vous réfléchir à ce qui se passe au Canada? Dans le passé, il y a eu plusieurs annonces de politique, y compris récemment des changements dans le budget fédéral, la nouvelle loi donc sur l'éducation de la nation, les projets à venir et des initiatives. Donc étant donné ce portrait actuel, si vous deviez demander au gouvernement des changements de politique publique aujourd'hui même, selon les études de cas que vous avez menées, qu'est-ce que vous recommanderiez comme changement au gouvernement? Alors, ne répondez pas toutes et tous ensemble. Ah bon. Du point de vue de l'expérience australienne, où on a mis l'accent sur la question de la décarbonation et des ajustements en transition et des transitions nécessaires, ce que le gouvernement canadien pourrait en tirer comme leçon, c'est d'abord d'avoir un échéancier, par exemple les fermetures des centrales de charbon qui sont fermées en Australie ont des dates de mise en service étalées sur donc l'avenir. Et lorsqu'on voit comment l'Ontario l'avait fait, donc avec un échéancier clair et qui s'étalait sur 7-8 ans, je crois, au total, les gens savaient que ça allait se produire, l'échéancier était ferme et les gens pouvaient se préparer individuellement, mais aussi les mécanismes de soutien pouvaient être activés afin d'aider les gens à, bon, souvent prendre leur retraite. Il y a beaucoup de cela lors des dates de fermeture étalées dans le temps ou de passer vers un de ces autres emplois de recyclage. Et je crois que dans la grande partie des échecs au Canada, pour le cas que je viens d'évoquer, c'est une exception. Mais au Canada, nous avons une loi sur les emplois pérennes, etc., sur les emplois durables, sans avoir aucune idée d'un échéancier quelconque sur ce qui va se produire. Et, et ça inclut le débat au fédéral quant au secteur des carburants fossiles. La planification devient un peu floue à ce moment-là. Et je vous dirais qu'en Australie, l'expérience, il s'agissait simplement d'une fermeture de centrale au charbon. Ça a été très utile de voir l'échéancier
clair. Et oui, c'est tout à fait la base de la prévisibilité pour les différents acteurs d'avoir un échéancier. C'est clairement très important. Et je crois que on, on avait fait un peu de recherche sur ce que ça allait prendre pour permettre aux travailleurs de s'éloigner donc de la production donc de combustibles fossiles. Et il y avait donc évidemment aussi donc je crois que Jim a fait ces recherches-là. Il faut donc se tourner vers les écrits de Jim pour avoir davantage d'informations là-dessus. Jennifer, Shaima, quelles seraient vos recommandations importantes à faire au gouvernement canadien? Oui, il y a tant de choses en cours. Je vais mettre l'accent sur la liste des projets importants d'édification de la nation. Il y a Et il y en aura d'autres à plus long terme qui donc en sont à leur balbutiement, qui auront besoin d'une stratégie locale. Il faut donc des options de formation, de développement des communautés, aussi d'un rayonnement vers les travailleurs travailleurs possibles qui seront affectés. Donc, il faudrait faire une cartographie des compétences et des appuis nécessaires. Nous sommes dans une situation en ce moment où une partie de notre secteur, donc de formation, donc sont en difficulté et il est donc un peu difficile de voir comment ils pourraient agir. Et on ne peut faire confiance uniquement aux promoteurs des projets. Les promoteurs ne sont pas dans le domaine, ne travaillent pas dans le domaine de la formation. Ont-ils même un bureau de ressources humaines? Mais il y a besoin de projets, de bureaux importants, de projets social pour donc vraiment mettre en œuvre les initiatives de manière correcte pour la main-d'œuvre. Il faut donc un bureau de coordination peut-être même. Saïma, il nous reste 2 minutes. À vous la parole. Avant de redonner la parole à Christian. Eh bien, ma réponse serait tout à fait en écho avec ce qui a été dit. Si je pouvais évoquer un outil, ça serait le plan d'action des emplois durables du Canada pour avoir une filière axée sur le lieu pour pouvoir mettre de l'avant ces accords sur la transition, combinant non seulement le développement des compétences, mais aussi les soutiens sociaux axés sur le lieu et industriel, exactement comme ce que Jim a mentionné, qui pourrait veiller à ce que dans le cas de perturbations dans ces projets importants, cela pourrait apporter l'avantage maximum pour les communautés locales. Merci beaucoup, Jennifer, Jim, Shaima, nous avoir permis de naviguer à travers ces questions parce qu'il y en a vraiment tant. Et je crois que nos collègues de l'IRPP et du CF vont pouvoir donc agir en vertu de ces remarques. Tellement vraiment, c'est vraiment une gamme, une panoplie d'informations importantes que nous avez donc transférées. Et maintenant, à vous la parole, Christian. Merci à nos panélistes, merci à nos conférencières. Ça a été une conférenciation formidable, vraiment. Quelques leçons que j'ai tirées, que j'ai écrites, mais je n'ai pas le temps de les évoquer maintenant. Ceux qui se sont inscrits pour le groupe d'apprentissage par les pairs, comme ça commencera à 14h15, je vous encourage à vous joindre à nous. Et veuillez prendre un moment pour répondre
au petit sondage qui va apparaître à l'écran une fois que vous quitterez la séance Zoom. Cette rétroaction nous aide véritablement à faire notre travail. Et je vous encourage aussi à intervenir sur notre plateforme de médias sociaux Blue Sky. Et je vous remercie de votre participation, de votre engagement. Merci, au revoir.